Bonjour, bonsoir à tous, bonjour les amis, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo actu, vidéo débriefing mercato. Il y en a des choses à dire, on va parler des départs, des arrivées, des mécouilleries de Danso, la conférence de presse de Will Steele malheureusement précise les choses. Moi j'ai réussi un petit peu à discuter avec des journalistes italiens qui avaient fait quelques tweets sur le truc, donc j'ai un peu plus d'infos. Ça va, les mecs sont cool quand même, parce qu'il y en a, tu leur envoies des DM, ils t'envoient chier. Mais il y a des mecs qui sont vachement ouverts, avec une certaine politesse et une gentillesse. Les mecs te parlent. Bon après ils parlent anglais, moi je parle pas italien, j'ai fait... anglais première langue et allemand deuxième langue, ça s'arrête là et je sais pas parler allemand. Donc c'est vite réglé, mais en tout cas voilà, c'est super sympa, il y a vraiment des gars ouverts sur Twitter, c'est pas un truc fermé, mais c'est juste que voilà, il faut avoir un bon groupe et surtout avoir une façon d'aborder les gens gentils pour avoir pour avoir des discussions. C'est sûr que mentionner comme les rois de Twitter, mentionner Sacha Tavolieri et tous les gars du mercato à chaque tweet pour essayer d'avoir une info, faire le forceur. Enfin, c'est les mecs, ils ont pas envie. J'en ai parlé avec tiens, ça tombe bien, j'en ai parlé avec un des gars mentionnés en privé hier soir, parce que du coup j'ai fait un peu le point avec lui, puis sa vision du mercato, il m'a dit c'est vrai que c'est lourd quoi. On fait déjà des tweets, s'il faut être harcelé tous les 5 minutes par des gars et puis toujours les mêmes, c'est vrai que c'est usant. Mais bon, c'est comme ça, je pense que dans leur tête les mecs c'est des journaleux, ils ont acheté le comment dire le petit oiseau bleu Twitter, ils se prennent pour des rois de la communauté Twitter et puis ils cassent les couilles à tout le monde. Et quand tu parles avec les mecs visés qui sont harcelés, ciblés à chaque fois, ils répondent pas toujours et ils en ont ras le cul. Mais c'est vrai, du coup j'en ai parlé avec un des gars tranquillement. Bon, il était très tard parce que du coup j'ai suivi le mercato jusqu'à la fin, puis après j'ai essayé un peu de regrouper les infos, puis j'ai bossé un petit peu ma vidéo. Enfin, je l'avais déjà bossé un petit peu avant, mais en tout cas, voilà, le mec, il me fait comprendre que c'est vrai que c'est assez lourd d'être toujours ciblé et cité par les mêmes. Voilà, après, il répond toujours. Moi, je sais que même Sacha Tavolieri, par exemple, on peut lui poser des questions en privé, il répond toujours, même les gars de chez Foot Mercato. Enfin voilà, le but c'est pas de les harceler tous les jours, ni de leur casser les couilles, mais ils répondent, ils répondent volontiers, même sans rentrer dans les détails, ils sont vachement ouverts. Voilà. Donc d'ailleurs un petit coucou à Santi. C'est pareil, même Andrés Sonrubia, qui est pas bilingue, mais qui parle couramment anglais. Si tu le sollicites de manière extrêmement gentille, il te répond. Et les mecs, ils ont pas que ça à foutre. Donc voilà, c'était un petit peu le petit coup de gueule entre guillemets, mais bon. Bref, en tout cas voilà, j'ai eu l'occasion de parler avec 2-3 suiveurs italiens et c'était vachement intéressant parce que je voulais savoir un peu l'histoire de Danso là, parce que c'est pas clair du tout et j'en parlerai dans la suite de la vidéo. On va parler donc de ce mercato qui s'est terminé, ce mercato été 2024, qui pour moi, et je l'ai dit sur Twitter, est un mercato qui n'a pas rempli les objectifs attendus et qui donc n'est pas un bon mercato. Alors ce n'est pas un mauvais mercato, c'est pas ce que je dis, mais ce n'est pas un bon mercato. Alors, la première raison, c'est que ce mercato a été pollué par l'ancienne direction. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans ce mercato, au sens des arrivées, il y a 2 joueurs qui n'avaient rien à foutre là, puisqu'ils ont été signés avant l'ouverture du mercato et qui donc pouvaient pas être virés. Le seul qui n'a pas été signé et que Joseph Ogourlian a intervenu, c'est Habib Keïta, qui a été annulé avant la signature du contrat, sinon on se tapait 3 joueurs, avec des salaires complètement what the fuck. Kofi et Bané sont donc lensois. Bané, ça a mis 1000 ans parce que il avait même pas ses visas. Kofi, bon, ça a été vite fait, mais au final, il est inutile dans l'effectif puisque c'était pas le plan de base. Alors le plan de base, il est simple. Le plan de base, c'est que quand Steele a commencé à négocier et que Dre aussi sont arrivés, il y a eu une entente sur le fait qu'il fallait trouver un remplaçant si Samba partait. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Il y a eu des contacts avec Jean Butez et un premier accord, on va dire, accord de fond sur le fait que Jean Butez serait le gardien remplaçant de Samba s'il partait. Le prêt de Yannick Pandor est un prêt qui n'était pas prévu à la base, puisque Yannick Pandor était peut-être prévu en numéro 2 derrière Samba avec Petric. Petric
c'est une arrivée qui était prévue. Steele veut ce type de gardien en numéro 3, un peu gardien du temple, mais Kofi était pas prévu. Donc il y a eu un prêt d'Yannick Pandore, parce que Pandore voulait jouer, que techniquement en étant numéro 2, il avait la Coupe de France assurée, puisque Will Steele fait jouer ses numéros 2 en Coupe de France obligatoirement, et donc du coup, il a été prêté pour éviter qu'il y ait des problèmes de vestiaire. Il veut que 3 gardiens, ça faisait 4, et il voulait absolument un gardien style Petric. Ces 2 arrivées-là ont déjà pollué ce mercato. Ces 2 joueurs qui vont jamais jouer, Bané va très peu jouer, à moins qu'il y ait une dégringolade de blessures, une cascade de blessures. C'est des mecs qui prennent des salaires, etc. et c'est pas prévu. Bon. Déjà, c'est ça. La deuxième chose, c'est que ce mercato a été pollué par le mercato précédent par rapport à des joueurs signés avec des salaires mirobolants et qui n'ont pas été bons. Aussi à des joueurs prolongés ou qui ont rediscuté leur salaire et qui au final, une fois que l'arbre au milieu de la forêt a été découvert, ils sont nuls à chier. Bon. Le premier, c'est Samed. Ça a été réglé, il est prêté. Mais il a tellement un salaire de tarba que et une saison dégueulasse que Sunderland n'a pas voulu prendre de risques. Ils ont fait un prêt sec avec une prise en charge de salaire. Il est invendable, il a un trop gros salaire et une mauvaise saison. On va le récupérer. Tout ce qu'on peut souhaiter, moi je le souhaite pour le club, pas pour lui, parce que je trouve qu'il a été irrespectueux envers le club dans sa manière de gérer les matchs, dans sa préparation, tout ça. Pour moi, c'est pas un joueur valeur Racing Club de Lens, je le dis tout le temps, et je le maintiens. Il n'a rien à foutre dans ce club, il doit partir. Pour moi, la seule chose importante, c'est qu'il performe à Sunderland et qu'il trouve une valeur marchande et qu'on le dégage dans la foulée. Faut qu'il dégage, lui. Voilà, je parle méchamment, mais ça me saoule. Spearings, c'est un cas différent. Il a été pris, mais Frank Hayes a changé de stratégie, a décidé qu'il en avait plus rien à foutre de Spearings et lui a dit tu joueras comme ça. Spearings a l'air d'avoir une tête de con, ça a mal marché. Spearings parti à Brøndby, libéré. On n'a pas fait de thune dessus, c'est dommage parce que je pense qu'il a quand même une valeur marchande. En tout cas, il est parti. Bon. Massadio Haidara, c'est différent. Ça a été pollué par une décision de Frank Hayes au mercato hivernal. C'est-à-dire que Massadio est parti à Brest, libéré pour bons et loyaux services. Il n'y a rien à dire là-dessus, parce que malgré le fait qu'il était plus au niveau des attentes du club en matière sportive, il a quand même été un pilier du renouveau. Moi, je crache pas dessus sur l'ensemble de sa carrière. Je constate que sur les 2 dernières années, il n'a pas apporté, il n'apportait rien, et négativement même. Il n'a pas été bon, d'ailleurs son entrée était catastrophique face aux Grecs. Massadio va jouer la Ligue des Champions, tant mieux pour Brest. Je sais pas si c'est un bon coup pour Brest, mais peu importe, il le signe gratuitement. Par contre, ce qui pollue le mercato, c'est qu'il aurait dû partir à Nantes pour au moins 1,5 million d'euros et qu'au final il part pour rien et qu'il a fait il a fait 6 mois où il a quasi pas joué, t'as payé un salaire 6 mois dans le vide et il a fait une entrée, un match catastrophique face à, je sais plus, Monaco ou Nice où il a été nul à Liège ou Marseille, je sais plus, enfin bref, et une entrée éclatée au sol face à Fribourg qui a quand même aidé à pas se qualifier. Donc au final, tu payes un salaire pendant 6 mois pour rien, et en plus le joueur t'apporte que dalle, voire même du négatif. C'est quand même assez compliqué. Donc tout ça pollue le mercato. Alors, on a réussi à virer les gars mal recrutés, style Guy Lavogui, ça a été vite géré. Le Cardinal, c'est pareil, ça a été dégagé aussi. Ces gars-là sont été rapidement expulsés, parce qu'au final, c'est de très mauvaises recrues. Au niveau des départs, on a aussi acté les départs de joueurs qui n'ont pas fonctionné à Lens, pour moi des raisons qui semblent, moi je le dis personnellement, c'est des raisons, c'est que ça n'a pas coulé avec Frank Hayes et qui ne sait pas intégrer des joueurs non francophones. Je parle d'Adam Buxa, je parle de Cortez, je parle de Porebok, avec des bons quand même, moi je trouve un bon fond sportif et qui était quand même prometteur. Aujourd'hui Adam Buxa, il a quand même fait une super saison en Turquie, il va à Midtjylland. Moi, j'ai vu un peu le match, je suis désolé, mais il est très intéressant en pointe haute. Il est vachement important pour l'équipe de Midtjylland, même si ils sont pas passés, je crois. Je sais plus. Je crois qu'ils sont éliminés. Mais voilà, il va jouer la Coupe d'Europe, lui. Donc, on a solutionné ces gars-là. Et puis voilà, alors... Wai, par exemple, qui a été acheté trop cher en fin de mercato parce que ça a tousillé pour des pistes dégueulasses, Lévi Garcia et compagnie, ça a aussi pollué ce mercato-là parce que tu trouves avec un jeune joueur qui a été mal utilisé par Frank Hayes, qui a des torts, hein, il a pas été bon au niveau du réalisme, j'ai pas dit que tout était de la faute de la direction ou du coach. Wai n'est
n'est pas bon dans sa finition alors qu'il a marqué 19 buts, il a caché un petit truc. Là à Marseille, il commence à être sifflé dès le premier match, c'est un peu compliqué, ça va être très très chaud chez lui à Marseille. Là-bas, il va falloir chez lui, dans son nouveau club, il va falloir qu'il performe rapidement, sinon ça va être vite réglé. Mais tu l'achètes 35 millions alors qu'il en vaut 20. Donc t'as réussi à le revendre à peu près 26 millions d'euros, donc tu retombes sur ta tête, tu fais aucune plus-value sur le transfert, hein, c'est pile poil ce qu'il fallait. Donc lui, dans le net comptable du transfert, ce qu'on appelle le net comptable, c'est ce que tu gagnes en plus de la valeur du joueur et de la valeur dont tu l'as acheté. C'est-à-dire que t'as la valeur d'achat du joueur et son salaire, t'as la valeur à laquelle tu le vends, tu soustrais, s'il y a du positif, c'est le net. Et ben lui, il y a quasi pas de net, il y en a pas, je crois, mais t'as réussi à peu près à solutionner le truc, on va dire. Le problème, c'est que, comme t'as fait un mercato pour la Ligue des Champions, et que t'as un budget Ligue des Champions, et que t'as tout bouffé, donc il te reste plus que 10 ou 15 millions, tu te retrouves avec un budget de 60 millions, alors que t'étais sur 120 millions de budget, ça pose un énorme problème, sincèrement. Et donc, du coup, en net, il faut à peu près 47-50 millions d'euros parce qu'il te reste 15-20 millions d'euros. Donc, t'enlèves les 120, t'enlèves 20, ça fait à peu près 100 millions d'euros. Donc, entre les 60 millions d'euros de budget et les 100 millions d'euros qui sont un peu en perte, il y a 47 millions d'euros à trouver. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y avait l'histoire des 100 millions d'euros de vente avec 47 millions d'euros net, parce qu'il avait fait le calcul que pour avoir à peu près 50 millions d'euros net de vente, il fallait vendre pour 100 millions d'euros, 110 millions d'euros. Voilà à peu près le topo, j'y reviendrai après à la fin de la vidéo. Mais voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que découlé de ça, c'est-à-dire une saison sans Ligue des Champions et une baisse des droits TV, il fallait que tu vendes. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui ne comprennent pas le fonctionnement de la DNCG. La DNCG, elle vient pas intervenir en fin de saison pour juger que ta fin de saison. Elle vient aussi en fin de saison pour voir ton budget de la saison prochaine. C'est sur deux plans qu'elle vient. Et les gens ont du mal à comprendre ça. La DNCG, elle intervient vers le 15-20 juin de chaque année pour faire le point sur la fin de la saison et la projection de la saison suivante. Les budgets sont sur entre 4 et 5 ans à peu près, souvent c'est des budgets quinquennaux, enfin bref, je se dis pas comme ça, mais bref, vous m'avez compris, c'est des budgets sur 5 ans. Je dis pas des plans quinquennaux, c'est sur 5 ans ou 15 ans. Vous me direz, je sais jamais l'expression. Enfin bref, vous m'avez compris. Et la DNCG veille à venir chaque année pour voir un peu l'évolution du budget du club. Là, la DNCG est venue le 19, n'a pas donné de restrictions au club. Pourquoi ? Parce que lors de l'audition de la DNCG, on fait le point sur l'année qui vient de s'écouler. L'année s'est écoulée, t'es 7ème, t'as budgété une 7ème ou une 8ème place, t'as gardé des sous de la Ligue des Champions, t'es dans le vert. Bon. Mais la DNCG, elle calcule sur le long terme. Elle sait que les droits TV vont baisser. Elle fait du forcing depuis quelques mois pour dire que les clubs doivent faire attention et que surtout il faut pas trop dépenser parce que la baisse des droits TV et surtout elle est au moment même où la DNCG fait ces coms là. Oh, il y a encore la mouche. Bah. La DNCG au moment où elle fait cette com là, elle sait que les droits TV vont sûrement fortement baisser, elle l'anticipe et donc du coup quand elle fait son audition des clubs, elle prend en compte tout ça. Et elle fait aussi des calculs. Et elle doit calculer, elles ont des experts comptables, etc. Elles doivent calculer comment dire ce mot-là la faisabilité du budget présenté. La viabilité, voilà, c'est ce que je cherchais comme mot, excusez-moi. La viabilité du projet présenté pour la saison prochaine. Donc c'est sur deux plans. Donc quand elle arrive le 19 juin, Joseph Ougourlian et sa clique arrivent et disent, voilà, nous c'est ça, voilà, on a budgétisé ça de vente, il y a 47 millions d'euros de vente nette, une qualification en Europe, tac, on budgétise un objectif d'une 8ème place, 8ème place, voilà, baf. La DNCG, elle dit, ouais, ok, bon, c'est bon, banco, paf. Ça veut dire banco, on valide. Donc on valide que vous allez vendre, que vous allez vous qualifier en Europe, et blabli, et blabla. Même s'il se qualifie pas en Europe, c'est budgété. C'est-à-dire que la qualif en Europe n'étant pas sûre, il y a deux budgets présentés. Le budget A avec l'Europe, le budget A sans Europe.
Donc du coup la DNCG a les 2 budgets, voilà, pour être précis, parce que la qualif n'est pas assurée. Donc tu es obligé de présenter 2 budgets. Si on se qualifie en Europe, c'est ça qui va se passer. Si on n'est pas qualifié, bon, ça fait chier et c'est comme ça. Bon. Tac, elle met les tampons, machin, c'est bon. Pas de sanctions, pas de restrictions. Lens nous présente un budget viable, ça va le faire. Sauf que pour ça que je dis que le mercato n'est pas une réussite, mais j'ai pas dit que c'était un échec aussi, parce que le problème c'est que quand on dit c'est pas, tout de suite c'est l'inverse. Non, ce n'est pas un bon mercato. C'est un mercato qui est géré d'une manière plutôt correcte, mais qui n'est pas arrivé au objectif, donc c'est pas un bon mercato. Voilà, j'essaye de m'exprimer correctement pour pas qu'on aille me dire critique le mercato. Non, je critique pas le mercato. Déjà, le problème qui se passe, donc je rebondis dessus, c'est que ce truc validé par la DNCG, il capote dans une première partie, puisque Nail El Ainaoui, qui pour moi était sûr de partir, moi je me doutais qu'il vendrait Nail El Ainaoui. Pourquoi? Parce que tu l'achètes un grain de riz, et que il vaut au moins 15 millions d'euros, ou 20, entre 15 millions d'euros. Je me suis dit, c'est que du bonus. Là, en net vente, t'as un mec, tu l'as acheté 300 000 balles, il a pas de salaire, tu leur vends 15 millions. Ben, tu fais une plus-value de plus de 10 ou 12 millions d'euros. Donc, c'était sûr que lui partirait. C'était sûr. C'était sûr et certain. Alors, Diouf, derrière, j'y avais pensé. S'il y a un club de première ligue, s'il fait un bon JO, ça tombe, il y aurait un billet de 20 ou 25 millions d'euros. Mais enfin, c'est énorme. Un billet de 20, il part. Pour moi, il partait aussi. Pour moi, Diouf et El Ainaoui étaient partants. Plus Danso qui avait un bon de sortie. Je me suis dit, on vend ces trois-là, on retombe à peu près sur nos pattes, puis on dégage tous les mauvais, les machins, les bidules, et puis on va arriver à peu près à 40, 42 millions d'euros, il manquera des sous. À l'hiver, on vendra un joueur qui est pas mauvais, ou où on se débarrassera de DPDC, ou DPDC part en même temps, puis on arrive à peu près à ces 47 millions d'euros là. C'était mon avis. Première grosse claque dans la gueule, et El Ainaoui ne part pas. Il est budgété à 17-18 millions d'euros. Derrière, comme il part pas, tu retardes ton mercato. Parce que ça va, il fallait vendre quand même, hein, même s'il fait une petite, il fait une petite com en mode on n'est pas obligé de vendre. Le problème, c'est que, une fois que c'est pas vendu, ça a retardé tout, et les droits TV ont mis du temps. Donc ça a ralenti tout le mercato. Wai est vendu dans la foulée. Ça réaccélère le mercato. Derrière, tu fais Enzola, OG Diran, il y a entre deux, ça je vais en parler des arrivées, etc. Les arrivées arrivent. Sauf qu'à un moment donné, les négociations avec Kevin Danso ne durent longtemps. Derrière, t'as un coach qui s'impatiente, qui veut que les arrivées viennent parce qu'il n'est pas satisfait de son groupe. Ça à prendre en compte pour la suite, j'en parlerai après. Arrive Zaroury, Satriano, qui viennent un petit peu garnir et surtout répondre aux demandes du coach. Bon. Il y avait un 6-10 qui devait arriver, mais il arrivait que si on vendait Fulgini ou des PDC. C'est pas le cas, ça n'a pas été fait. Mais ça handicape ton mercato au final, parce que tu vas en Europe, t'as pas tes gars. Peut-être qu'avec Satriano et Zaroury, la destinée aurait été différente, donc je pense que ça a un impact fort. T'as Kevin Danso qui part entre les deux matchs, mais déjà il a fait les 2 premiers matchs et le match de Coupe d'Europe. Au final, t'as gagné 3 matchs, donc c'est quand même pas, voilà, c'est un très bon défenseur. Hein. C'est pas un des meilleurs d'Europe, mais ça fait partie des très bons défenseurs européens. Il va à Rome, patatras, mais Kouyanski, ça se fait pas. Ben là t'es dans la merde, parce que t'es une catastrophe économique. Au final, tu vas vendre aucun de tes joueurs qui ont une grosse plus-value économique. Ben je suis désolé. Aujourd'hui, t'es à 35 millions d'euros de vente sur les 110 millions et t'es qu'à 8 millions d'euros de net vendeurs. Bah, il manque 39 millions d'euros, Tcho. Les 39 millions d'euros, mon ami, bah, il va falloir les trouver. Et les trouver avant le 30 juin. Alors, je parlerai après de ceux qui sont partis, je vais revenir dessus, mais je veux parler de ça. Ceux qui me racontent que on vendra en juin. Mais en juin, tu vends jamais des mecs avec une grosse valeur marchande, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Donc, si tu veux, tu peux pas espérer
vendre très rapidement des gars au mois de juin. Les grosses sommes, ça prend toujours du temps à négocier. Bien sûr, tu fais un Jimmy Cabot que tu signes, tu le sais, 2 semaines avant. Bah oui, parce que ça coûte 2, 3, 4 millions d'euros. Donc c'est des ventes qui se font vite. Alors peut-être qu'on va vite vendre des joueurs avec des petites sommes. Mais sincèrement, c'est pas possible en fait. C'est pas possible de vendre des joueurs au mois de juin très vite. Tu vas les vendre à l'hiver. C'est un mercato d'appoint. À moins que ça soit la débandade dans une équipe et qu'ils soient aux abois, ils vont peut-être claquer une grosse somme sur Kevin Danso. Kevin Danso, on en reparlera, ça va être compliqué. Mais El Ainaoui, pareil, s'il fait 4 mois de très haut niveau, il sera peut-être vendu à l'hiver. Ce qui veut dire que ton groupe là, c'est un groupe provisoire, que tes mecs vont pas jouer, parce que là, le groupe est plein, j'en parlerai après, je referai un rebond après par rapport au départ et aux arrivées. Le groupe est trop nombreux, il y a plein de joueurs qui vont pas jouer, et en plus, tes mecs qui sont titulaires dans ton équipe, ils partent à l'hiver. C'est très compliqué à gérer sportivement. Surtout pour Will Steele, parce que ça veut dire que si El Ainaoui est devenu la plaque tournante de l'équipe, et il y a de grandes chances qu'il le soit, puisqu'il est très talentueux, il va revenir, hein, je pense qu'il reviendra début octobre. Déjà, tu l'as même pas dans ton groupe pour démarrer l'année, tu l'as au mois d'octobre, il va jouer 3 mois, s'il performe à mort, il sera vendu à l'hiver. Il n'y a pas le choix, il faudra vendre. Il va y avoir un mercato hivernal rude. Donc là-dessus, ça pénalise ton mercato. Voilà. Donc ton mercato n'est pas bon, il y a des difficultés. Bon. Au niveau des départs, donc déjà Wai à Marseille, Spearings à Bromby, Samed, c'est Sunderland, bon débarras, Massadio, Aïdara part à Brest pour jouer la Ligue des Champions. Lui au moins il va jouer la Coupe d'Europe, il a joué 5 minutes de Coupe d'Europe chez nous, il a été catastrophique là, il va jouer la Coupe d'Europe. Après ça n'enlève rien au reste, hein, mais bon. Moi, je pense que c'est un joueur qui aurait dû partir dès que le niveau c'est un joueur qui aurait dû partir dès que le niveau d'attente sportive du club monte, c'est tout. Moi, je pense que c'est une erreur de ne pas avoir forcé son départ l'hiver dernier, c'est tout. Mais on le paye, hein. Toutes ces erreurs-là, on les paye actuellement. Anthony Bermond a été prêté. Hein, moi, je parle de départ, hein, il est prêté, il va revenir, mais c'est les joueurs qui partent. Donc, je case aussi les prêts là-dedans. À noter qu'il est prêté à Annecy, il a fait son 2e match, il avait joué 35 minutes, merci d'ailleurs camarade Filuccelli là, parce que j'étais sûr que c'était son premier match, mais non, il avait déjà joué avant, et il a déjà fait une passe décisive, et j'étais en direct, et elle est très jolie. Et c'est bien, moi je pense que s'il fait une très bonne saison, si on a des difficultés à acheter ou à vendre, on pourra peut-être compter sur lui pour rentrer dans une rota. De toute façon, à un moment donné, il va falloir qu'on passe par cette étape-là, hein. Parce qu'on aura des difficultés à un moment donné quand même à pouvoir... Si on n'a pas d'actionnaire minoritaire, il faudra passer par la case Gaillette obligatoirement. Donc, il commence plutôt bien sa saison, faut qu'il continue comme ça. Chichouba par Hellas Vérone, pareil, on ne connaît pas la somme. Alors, c'est très compliqué parce qu'il y a plein de voix divergentes. Moi, je vous le dis de manière assez sûre. À la base, Chichouba voulait pas partir en Belgique, c'est pas son choix. Lui, il voulait partir à l'étranger ou rester en France. Le problème, c'est qu'il a un entourage hyper toxique et qu'une partie des agents qui tournaient autour ont commencé à négocier avec des clubs belges sans son accord, au détriment du gamin. Alors, le gamin est talentueux, certes, mais son entourage est hyper toxique et c'est très compliqué pour lui. J'espère qu'il arrivera à s'enlever de ça et à performer à l'Hellas Vérone, qui fait des recrutements jeunes assez prometteurs. D'ailleurs, ils ont pris Lambourde, le gamin qui a tapé une femme et qui l'a tué. Bon, c'est un accident, c'est pas volontaire, hein, pour malheureux, mais sa carrière en France, ou au moins à Rennes, est morte, donc il est parti à l'Hellas Vérone changer d'air. Il a pris du sursis, hein, donc je pense qu'il y a une responsabilité, mais elle est un peu mineure, mais bon. Voilà, comme quoi je crois que c'est un accident de trottinette électrique, si j'ai bien compris, je n'ai pas trop suivi, mais bon. Enfin, les trottinettes électriques, c'est de la merde, hein, mais voilà, bon, bref. Mais en tout cas, voilà, le Vla, l'Hellas Vérone, on ne connaît pas la hauteur du transfert, mais voilà, c'est un gamin qui est mal entouré, il faut espérer pour lui qu'il évolue et qu'il essaye de s'enlever un peu de ces entourages toxiques, hein. Surtout la mère, la mère, il peut pas l'enlever, c'est un peu compliqué, mais bon. Après, quand t'as le talent de Rabiot, tu peux avoir une mère toxique, mais bon, là, on n'est pas sur le talent de Rabiot, donc j'espère que ça va aller. Bon, Neil, il est chez nous, hein, ça foire à Monaco, Danso, malheureusement, bon, ça, je vais y revenir après, je ferai un dossier Danso après dans la vidéo. Pandore prêté à Boulogne, clean sheet, pour le moment, il fait plutôt des bons matchs, pareil.
Il a été prolongé, c'est un mec qu'on va récupérer. Guilavogui, parti à Sampaoli, prêt avec option d'achat. On espère qu'il va performer, comme ça il s'en va. Silla et le jeune Fodé Silla qui enchaîne les sélections dans les équipes de France jeunes, qui a jamais eu vraiment sa chance avec Francaise et pour moi c'est assez dommage parce que c'est un milieu de terrain très intéressant. Même si sa saison à N3 avec la deuxième partie de saison est un peu plus difficile, mais j'ai quand même l'impression que le fait que la Coupe du France s'est arrêtée lui a mis un coup au moral. Je pense qu'il avait envie de montrer en équipe première et je pense que ça y a mis un coup au moral. Il a été un peu plus absent en N3 après, donc lui il a été prêté à Yverdon Sport, donc championnat suisse. Ça peut être intéressant. Bon, j'aurais du mal à le suivre. Hein. J'essaierai de discuter avec des suiveurs du Yverdon Sport à suivre. On va voir un peu si ce fameux Fodessi là arrive à jouer. On verra bien, mais bon, ça va être difficile à suivre. Plus facile de suivre Bermond que Fodessi là. Adam Buxa est parti à Midtjylland. C'est un grand regret pour moi parce que quand on voit le recrutement de Guilavogui, on se dit que ça a vraiment merdé le canon parce que tu faisais peut-être pas la même saison avec Adam Buxa. Je suis persuadé qu'il aurait réussi à marquer 5 ou 6 buts. Ces 5 ou 6 buts auraient pu peser aussi dans le classement. Voilà, moi c'est ce que je pense. Le Cardinal est parti à Brest. Bon, on est retombé à peu près sur nos pattes au niveau de la vente, mais bon, 4,5 millions d'euros là, n'importe quoi, enfin bref. D'ailleurs, il a rentabilisé le transfert puisque c'est lui qui marque le but contre son camp. Cortés aux Rangers qui a été prêté avec option d'achat, pareil. Jamais compris la guéguerre entre Hayes et Giroud alors que le joueur a du talent et a fait une super Coupe du Monde, mais bon. Comme le coach a ses principes en mode vous mêlez pas de ça, c'est moi qui gère. Mais il a un peu puni le joueur alors que les rares rentrées qu'il a fait étaient plutôt très intéressantes. Il a même marqué un but assez vite alors que quand tu vois Buxa qui a bouffé des tribunes et compagnie, tu te demandes quand même c'est quoi le bordel. Et puis Poureba est transféré à Hambourg à la suite de son prêt. Bon, j'en loupe peut-être, hein. Après il y a des départs qui sont sûrement un peu minimes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été qui ont arrêté leur aventure à Lens, mais c'est pas des départs majeurs. Vous me direz si j'ai loupé un chapitre, mais je pense que je suis à peu près dans le bon truc. Poureba qui a fait une saison à Hambourg où il a validé son ticket puisqu'ils ont levé l'option d'achat. Bon, après Poureba c'est pareil, pour moi c'est du gâchis, mais bon. Voilà, on espère que ce genre de jeune joueur aura plus de chance sous Steele que sous Hayes, mais bon. Au niveau des arrivées, donc Petric est arrivé en troisième gardien, on sait que c'est la volonté de Steele d'avoir un troisième gardien du Temple. Kofi, pas prévu, qu'on verra très peu, on verra en Coupe de France, mais enfin bon. Il va pas jouer, il a un gros salaire. On n'aurait sûrement pas pris ce gardien-là, on aurait peut-être même gardé Pandore, c'est ce que je vous explique, Pandore en deuxième gardien. Après, il avait des souhaits de jouer, donc. Mais en tout cas, c'était pas prévu que ce gars-là signe sous Steele. Hein. Bané, c'est la même chose. Maintenant, quid de Bané, c'est un défenseur central qui joue milieu de terrain défensif. Sur les deux postes, on est blindé, donc il jouera jamais. Voilà, faut le dire. Ogé Diran, le jeune Nigérian. Alors, c'est pareil, moi je le compte dans les 4, pour moi Mendy joue plus. Maintenant, je pense qu'il va laisser sa chance à Ogé Diran, parce que sinon il n'aura jamais sa chance. Mendy n'est quasi pas rentré, il est même pas rentré en Europe. Pour moi c'est une erreur, parce qu'il aurait peut-être permis de stabiliser un peu le truc, mais bon, ça, j'ai déjà fait la vidéo. Mais bon, le mercato en Arabie Saoudite est pas terminé, même si, d'après ce que j'ai compris en discutant un peu, la volonté de Mendy, c'est d'aller en Espagne, donc c'est foutu, donc on verra bien s'ils arrivent à leur fourguer là-bas en Arabie Saoudite. Il y a l'arrivée bien sûr de Malang Sarr. Alors Malang Sarr c'est plus un pari, c'est un mec qui a pas joué depuis 1 an et demi, on l'a vu en match, même si j'ai trouvé sa première mi-temps correcte. Il mettra du temps avant d'être opérationnel et avec Medina il va très peu jouer, à part si Medina prend plein de cartons rouges cette saison, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça pue du cul. Alors Chavez, bien sûr, je le compte dans les arrivées, puisque c'était un prêt qui a été levé par le club. Je trouve qu'il est plutôt intéressant et qu'il fait une bonne prépa et un bon début de saison. Martin Satriano, qui pour moi est intéressant. Alors j'ai jamais compris le compatible, ok, mais moi j'ai du mal à voir un Sotoka en lui. Je vois beaucoup de monde le comparer à Sotoka. Moi je trouve que c'est plus un attaquant que Sotoka, que c'est un attaquant besogneux, alors que Sotoka c'est plutôt un milieu de terrain besogneux qu'un attaquant. Donc moi j'ai du mal à le comparer, j'attends de le voir avec une grande impatience.
Il y a bien sûr Zaroury qui a montré en un match que il avait deux Fulgini dans chaque jambe et puis voire même deux DPDC dans chaque jambe et qui est pour moi le titulaire indiscutable de ce milieu de terrain offensif. Enzola, j'attends de voir parce que j'ai trouvé son entrée très intéressante. Bon, ils vont sûrement être titulaires face à Monaco. J'ai du mal à croire qu'il va mettre des goals, la gueule dans le sac. Qu'on jouait 2 matchs d'affilée. Je pense qu'il y a des mecs qui sont vachement frais. Donc Enzola, moi, je dis pas qu'il va aligner Enzola Satriano, mais Zaroury sera titulaire, Chavez sera titulaire. Il va sûrement mettre, à mon avis, Aguilar en piston droit. Alors après, est-ce qu'il va faire tourner à mort et qu'il va mettre Enzola Satriano? C'est possible. Mais voilà, Sotoka, il a fait le match jusqu'au bout. Les mecs sont crevés. J'ai du mal à croire qu'il titularise Sotoka alors que il a joué 95 minutes et qu'il a été nul. Voilà, moi je le dis, il a été nul. Donc voilà, il a parlé de joueurs frais en conférence de presse, donc il a de quoi faire. Donc voilà, c'est un mercato qui pour moi dans les arrivées est assez intéressant sur le plan offensif, sur le plan défensif. Ben sincèrement, c'est un peu compliqué à analyser parce qu'au final t'as gardé ta défense type puisque Danso est là. Au niveau des signatures des défenseurs, ben, Kuzanov était censé être le remplaçant naturel de Danso. Derrière ça bouge pas de trop, donc ça veut dire que les joueurs qu'il y a derrière vont très rarement jouer, même si j'ai l'impression que Will Steele fait des changements défensifs en fin de match et qu'il y a des chances quand même que un mec comme Grady finisse pas les matchs parce que je pense que physiquement il est dans le dur. Donc moi j'ai peur quand même pour Kuzanov que s'il n'ait pas beaucoup de temps de jeu, il veuille partir à l'été prochain, ça serait une énorme perte parce que ces mecs-là c'est une bombe. Donc à un moment donné il va falloir peser le pour et le contre. Alors est-ce qu'il ferait que 4 mois comme ça, où il serait sur le banc des remplaçants puis qu'il vendrait Danso et puis qu'il prendrait la suite sur la demi-saison? Bah j'espère que ça va se passer comme ça, au moins on serait sûr de vendre Danso, mais bon on en reparlera après. Mais en tout cas voilà. Alors au niveau des bonus, des arrivées un peu moins bankable. Alors j'ai mis dans les arrivées des joueurs qui arrivent dans le groupe pro, c'est-à-dire que Tom Pouilly et Gagnou ont signé leur premier contrat. Tom Pouilly est souvent dans le groupe, Gagnou aussi. C'est des mecs malheureusement avec les histoires de non-vente de Danso, etc., qui vont très peu jouer, ils vont être barrés. Je pense que pour le vivier Gaillette, ben, ça va être une saison blanche, hein, parce qu'on va quasi pas les voir. Ou alors, il va les mettre dans le groupe et il va dégager les joueurs en N3 qui sont pas utiles. Alors là, ça sera un sacré coup, hein. Mais tu perds ton vestiaire et tu perds des gars qui ils vont se sentir mis de côté, hein, clairement. Hein. Moi, je pense qu'il va y avoir quand même un espèce de loft. Mais attention à pas pourrir la N3 avec des mecs qui vont jouer en N3 qu'on n'aura rien à foutre. Donc c'est un peu compliqué, hein. Mais sincèrement, c'est voilà, faut faire très attention à ça. Haït Oumou, qui est arrivé de Valenciennes, hein, on a profité de la déchéance de Valenciennes pour récupérer ce jeune milieu de terrain très performant qui enchaîne les buts et les passes décisives en N3, qui va sûrement, s'il fait une saison hors pair en N3, être intéressant à voir dans le groupe. Peut-être que s'il continue comme ça, il sera même dans le groupe en numéro 10 si les choses se montrent. Il y a bien sûr Ahmed Majid, hein, dont on n'entend plus parler, mais qui a signé, qui est un joueur pétri de talent, un numéro 10, un joueur capable aussi de jouer sur les côtés, mais qui malheureusement n'aura sûrement pas sa chance non plus cette saison et qui sera là pour dépanne et surtout pour aider la N3. Et puis on a aussi fait nos emplettes à Bordeaux en prenant Alpha Diallo, le jeune milieu de terrain, on va dire central, de 18 ans, qui est sûrement considéré comme un des meilleurs de sa génération, en tout cas un des meilleurs de Bordeaux, qui a un gros centre de formation. Donc voilà, c'est des arrivées un peu mineures, mais qui font partie aussi des arrivées de ce mercato. Au final, ben, on a quand même un groupe de 25-26 joueurs. Ça fait quand même beaucoup juste pour jouer le championnat à la coupe, mais au moins on pourra faire tourner s'il y a des mecs qui sont raclos. Voilà, mais le problème des non-ventes par rapport à la DNCG obscurcit un peu le tableau de ce mercato qui au final est un mercato qui est intéressant sur certains recrutements, mais qui est pas validé pour moi dans ses objectifs de base. Voilà. Alors on va parler de Danso tout de suite parce que comme ça sera réglé. Alors je vais juste, alors avant de parler de Danso, je vais juste faire le bilan. La base, le truc annoncé par Joseph Ogourlian, c'est 110 000 euros de vente, entre 100 et 110 millions, ouais, je vais y arriver, entre 100 et 110 millions d'euros de vente.
avec un aide comptable de 47 millions d'euros, 48 millions d'euros. Aujourd'hui, au jour où je vous parle, et c'est pour ça que je parle de catastrophe économique par rapport à la no-vente de ces deux joueurs-là, on n'est qu'à 35 millions d'euros de vente pure, au lieu des 100 millions, et 8 millions d'euros de vente nette. Donc, c'est catastrophique. Donc, ça enchaîne avec un mercato d'hiver terrible. Parce que quand tu comptes les départs de Danso et de Nail, et Lainaoui, tu serais à 76 millions d'euros de vente pure et 46 millions d'euros de vente nette. Mais ça change tout. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc ça veut dire qu'on va avoir un mercato d'hiver terrible, que si on n'arrive pas à vendre nos gros, on sera obligé de vendre des joueurs secondaires et de perturber, bien sûr, l'effectif. Donc c'est assez compliqué. Pour Danso, je pensais que la vidéo serait longue, mais en fait non, ça va encore. Pour Danso, le dossier Danso est assez complexe. Hein. J'ai eu le temps de discuter avec des suiveurs italiens. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la visite médicale a été décelé des anomalies à l'électrocardiogramme au niveau de l'extrasystole, si j'ai bien compris, ce qui a entraîné une deuxième visite médicale. D'accord ? Donc il y a eu une visite médicale privée et une visite médicale, on va dire officielle, de l'agence médicale qui gère les joueurs en Italie. Et c'est sur cette deuxième visite médicale, parce que, alors, pour vous expliquer, les visites médicales, ils se font avec plusieurs parties. C'est-à-dire que les joueurs font des tests privés, amènent ces tests privés à la visite médicale qui font les tests complémentaires, IRM osseux, etc. Et les prises de sang sont faites à titre privé, mais on peut demander à ce que les prises de sang soient refaites lors de la visite médicale. On considère qu'une prise de sang privée avec un traitement par un laboratoire professionnel fait foi. Donc, et souvent, les infirmiers libéraux dont je fais partie, ils sont appelés, ils ont du boulot à crever sur ces zones-là footballistiques, et ils font des prises de sang, ce qu'on appelle les dossiers pré-visite médicale. Là, en tout état de cause, la pré-visite médicale a été faite dans un cadre privé, et celle officielle a été faite donc par le club de la Roma sous observation du CONI, qui doit être l'agence de surveillance médicale officielle de la Ligue italienne. Bon, bref. A été révélé sur cette deuxième visite médicale une anomalie extrasystolique, apparemment, d'après ce que j'ai compris, et la CONI a demandé à faire des tests sur des tests d'effort de 4, 5, 6 heures, et je sais pas quoi, pour voir si c'était une anomalie fonctionnelle ou alors une anomalie structurelle, ce qui est pas la même chose. Une anomalie fonctionnelle, c'est qu'il y a un problème. Une anomalie structurelle, c'est que le cœur est comme ça. On peut avoir ce qu'on appelle un peu facilement des souffles au cœur qui sont congénitaux et qui ne sont pas graves, comme on peut avoir des souffles au cœur qui sont métaboliques et qui peuvent être très dangereux pour la santé. Bon, là, c'était une volonté de vérification. On parle d'une anomalie, hein, c'est pas un truc monstrueux, hein, mais ça existe. Là-dessus, apparemment, il y a eu un échauffouré entre Lens et la Roma. La Roma était un peu pressée par rapport à tout ça. Lens a senti un peu la douille. Le problème, c'est que a été émis par la CONI en fonction de ça une autorisation de jouer jusqu'en janvier. C'est-à-dire que s'il signait à Rome, il pouvait jouer jusqu'en janvier, il devait faire les examens complémentaires en janvier pour lever tout doute. Dans ce cadre-là, ils sont malins, la Roma. Gisolfi et la Roma ont demandé un prêt sec, sans obligation d'achat, en se disant, c'est un prêt sec, on verra cet été. On verra au mercato d'été, une fois que le prêt est terminé, on renégociera avec vous. Sauf que ça, c'était mort, parce que si c'est un prêt sec, il n'y a pas de thune qui rentre, dans le budget et dans la budgétisation, c'est la merde. Parce que la Roma va faire tourner le truc, voire même s'il fait pas une saison mirobolante, ils achèteront pas le joueur. Donc tu l'as dans le cul. Donc ça a été refusé, bien sûr, par Lens. Le problème aujourd'hui, c'est que le joueur, comme il y a eu le relevé d'une anomalie, l'autorisation de jouer a été émise par la CONI. Alors je pense que c'est lié à la Ligue italienne. Je pense qu'il n'a pas une autorisation de jouer en France jusqu'à janvier. Je pense que c'est uniquement ciblé sur le championnat italien parce que c'est extrêmement strict par rapport à ça. Hein. On se souvient d'Eriksen ou d'autres joueurs dans les années 2000 qui n'ont pas pu jouer en Italie mais qui ont fait une carrière très bonne dans d'autres championnats où ils sont moins stricts sur les bilans de santé cardio. Bon, après, c'est comme ça. Hein.
Mais voilà, mais c'est pas anodin. Faut pas dire il y a une Gouilma. Bien sûr qu'il y a peut-être une Gouilma, mais derrière ils essayent de faire 2 joueurs parce qu'il y a des opportunités qui se créent. Et puis au final, Diallo ça a foiré. Donc bah c'est tout. Ils ont pas de défenseur. Ils reviendront peut-être en hiver. Hein. Ils demanderont peut-être en hiver de faire venir Kevin Danso. Pour l'instant, ils vont jouer avec ce qu'ils ont la Roma. Moi j'ai compris ça. Hein. Mais peut-être que Lens voudra plus parler à la Roma, mais à tenter un truc contre la Roma et en même temps à la conférence de presse dire il va y avoir un protocole particulier avec Danso de surveillance de machin, ça veut dire qu'il y a un problème quand même. Tu peux pas le nier, c'est qu'il y a un problème qui a été détecté et qui a été validé par une agence officielle italienne. Je pense pas qu'ils soient corrompus au point que les organismes de santé fassent des faux communiqués pour les clubs italiens pour faire sauter les transferts. Mais du coup, ça a été validé aussi du côté lensois, puisqu'un protocole particulier de surveillance est mis en place. Il jouera pas tout de suite. Hein. Faut quand même comprendre que tu récupères un joueur qui jouera pas tout de suite, qui est effondré, parce qu'il l'est, hein, moi j'ai les retours, il est effondré de pas être parti à Rome, que une fois arrivé au club, et ça c'est pareil, je peux vous le certifier, il a clairement dit qu'il voulait pas rester, qu'il voulait partir, sauf qu'il y a eu rien plus, enfin, il y a rien ne pouvait être fait. Est-ce qu'on lui a expliqué maintenant, il y a personne qui va venir te voir, t'as un doute sur ton problème cardiaque, le mec est effondré. Donc au final, le club, pour le rassurer, et surtout pour éviter d'avoir un Danso qui sert plus à rien au club et qui soit au fond du trou, ils vont faire une batterie de tests pendant plusieurs jours, ce qui veut dire qu'il y aura pour moi, il sera pas là face à Monaco, et il sera pas là face à Lyon, hein, faut quand même le dire, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Il ne sera pas là face à Lyon. C'est sûr. Alors, il y aura la trêve, mais il y a peut-être une trêve, non? Il y a une trêve. J'ai un doute. Si, il y a une trêve. Donc il y a la trêve internationale. Donc après, est-ce qu'il va être sélectionné en équipe d'Autriche? Moi, j'ai du mal à y croire. Donc je sais même pas s'il est sur la liste. C'est voilà, mais je pense pas qu'il va être sur la liste. Qui va prendre un risque avec un joueur qui a peut-être une anomalie cardio? Aucun club. Aucun club. Donc ça c'est pas bon, c'est pas bon. Et le mec, s'il a un doute, il aura toujours un doute. Hein. Moi, on me raconte que j'ai peut-être un problème cardiaque, je peux te garantir qu'au quotidien, j'y pense tous les jours. Donc c'est un mec qui est dans un état psychologique totalement défaillant. Et on lui souhaite qu'il n'y ait rien de grave. Mais aujourd'hui, il y a un doute. Parce que s'il y a une volonté de vérifier du club, c'est qu'il y a un doute et une volonté de rassurer le joueur. Mais de se rassurer aussi côté club. Vous imaginez si la lésion est avérée ou l'anomalie est avérée? Bah, il est invendable, le mec. Ah bah alors là, c'est la catastrophe. La catastrophe. C'est la catastrophe pour lui parce que sa carrière sera presque morte. Et puis c'est la catastrophe pour nous. Mais dans ces cas-là, je comprends pas comment ce mec, il est passé à travers les mailles du filet. Il y a un problème, parce qu'il est sûrement bien suivi par l'Autriche et la France, ou alors les organismes médicaux qui sont autour de Lens et autour de la sélection autrichienne sont pas bons. Après, je vais pas vous le cacher, pour le Naelawi, c'est quand même... bon, il va revenir, mais alors s'il y a une rechute ou quoi, et qu'il y a quelque chose qui va pas... pour moi, je rendrais responsable la cellule médicale, parce que si Monaco a pas pris le risque, parce on leur a dit, il y a peut-être 60% de chances qu'ils rechutent, et qu'ils rechutent chez nous, pétage de plomb. Hein. Ça veut dire qu'on a merdé le canon, et que il y a un mauvais suivi médical, et qu'il va falloir réformer le côté médical. Donc voilà un petit peu le topo sur cette vidéo de Mercato, en sachant que... Dre aussi s'est un peu exprimé sur l'accueil des joueurs étrangers avec il va y avoir une espèce de cellule d'accueil des joueurs étrangers, ce qui veut dire qu'on va peut-être aller de plus en plus sur des joueurs étrangers, qu'on va peut-être moins chercher des profils Ligue 1, peut-être aussi parce que on va aller chercher du prospect étranger à haute valeur ajoutée. Et ça, c'est quelque chose qu'avait du mal à gérer Francaise, puisque tous les jeunes prospects du style Poreba machin n'ont jamais fonctionné, même un Patrick Berg qui était quand même un joueur un peu plus âgé mais qui faisait partie aussi de ces joueurs avec une possibilité de revente plus forte, au final a foiré puisque Francaise n'a jamais réussi à bien gérer le joueur. Donc là peut-être qu'avec Will Steele qui est polyglotte, ils vont peut-être jouer sur ça pour faire un peu de trading sur des prospects étrangers.
Après, on gagne des sous comme on peut. Hein. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui a chié sur la gueule du trading. Le problème du trading, c'est que si tu fais que du trading et pas autre chose que du trading, ça marche pas sur le long terme. Si tu fais une partie mercato, une partie trading, ça fonctionne. Lille le fait très bien. D'ailleurs, moi je trouve que le mercato lillois est très bon, alors, même si c'est les ennemis, c'est très bon. Et le mercato rennais est pas dégueu non plus dans ce sens-là. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que là-dessus, c'est peut-être une bonne évolution. Maintenant, moi, je vais pas faire pour conclure la vidéo, je vais pas faire le bilan de Driussi là. Moi, j'attends de voir. Moi, j'ai toujours été assez sceptique sur Driussi. Je trouve que, par contre, Diego Lopez, qu'on voit pas du tout et qui est un peu fantomatique, mais qui travaille, je trouve qu'au niveau des recrues, type Enzola, Zaroury, Satriano, machin, ça bosse bien. Donc, moi, j'attends de voir le lance de la saison. Il y a une saison qui va se mettre en place. Mais là, comme il y a eu du blocage dans le dégraissage, moi, j'attends véritablement la deuxième partie de ce mercato, ou de ce nouveau projet, et j'attends de voir un petit peu ce que va faire Diego Lopez sur le remplacement des Grady, des Medina, des Sotoka, Frankowski. Il y a 4, 5, 6 joueurs qui vont partir dans les 2 voire 3 prochaines années. D'une parce qu'ils sont trop vieux, de 2 parce qu'à un moment donné ils auront fait le tour. Et peut-être s'il n'y a pas de qualif, il y a des joueurs qui iront chercher bonheur ailleurs. Et puis surtout, à un moment donné, en niveau performance, quand tu as dépassé un certain âge, tu es sur une pente descendante plutôt qu'ascendante. Et moi, je suis désolé, aujourd'hui, je trouve pas que Sotoka apporte une plus-value à l'équipe. Même s'il est titularisé par Will Steele, moi j'attends de voir les Enzola et Satriano pour avoir des surprises. Hein. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui parlent de la force absolue de Sotoka. Sotoka est tellement fort, les mecs s'en rendent pas de compte, c'est des nulos, c'est des pseudo-supporters parce que on émet une critique sur une prestation de Sotoka. Mais si tu vois Sotoka comme un joueur hyper fort, c'est déjà que t'as la gueule dans le brouillard et que tu n'es pas objectif. C'est pas parce qu'il a des valeurs qui sont collées au club qu'on est obligé d'avoir une espèce de totem où on ne peut pas juger ses performances. Je suis désolé. Aujourd'hui, Sotoka, pour moi, il fait pas un bon début de saison. Il a pas fait un bon match face à Brest, où il a été nul à chier dans l'efficacité. Ça a été la même chose face à Opana. On va jouer à Monaco, on verra s'il est aligné. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il va être concurrencé par des Enzola et des Satriano, qui eux, sont frais mentalement, en veulent beaucoup, veulent montrer qu'aujourd'hui, il y a des places à prendre et des places à bousculer, et qui vont sûrement tout bouffer, avoir les dents qui rayent le parquet, le sol. Donc j'attends de voir ça, en tout cas. Donc, je jugerai pas Driussi pour l'instant. Je vais le juger sur sur la gestion du mercato hivernal, sur la gestion des cas d'Anso et Lainaoui, voire peut-être même d'une vente d'Andy Diouf cet hiver, parce qu'à un moment donné, il faudra vendre, on n'aura pas le choix, ça tombe. On n'aura pas le choix parce que la DNCG fait quand même une vérification à mi-saison. Vu qu'on n'est pas dans les clous, ils vont venir nous dire, bon les gars, nous, vous recrutez pas cet hiver, vous vous démerdez. Hein. Si vous voulez recruter, vous vendez. Donc il y aura des ventes. Mais il y aura des départs cet hiver, c'est sûr, des Fulgini et compagnie vont partir, mais tu recruteras pas. Ça, c'est sûr, tu ne recruteras pas. Si t'es pas dans les clous, tu pourras vendre des joueurs, mais tu pourras pas recruter. Et il y aura un encadrement de la masse salariale, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est une possible, enfin, c'est sûr. C'est sûr qu'il y aura un encadrement de la masse salariale s'il y a des sanctions. Ça se peut qu'ils nous sanctionnent pas, mais moi, je pense qu'il y aura quand même des sanctions. Maintenant, on a largement les cartes en main pour sortir de ce bourbier-là. C'est une cata économique autant que t'es. Maintenant, t'as des valeurs marchandes, à moins que Danso, il soit foutu pour le foot. Je vous le souhaite pas, hein, mais ça fait vraiment peur. Les problèmes cardio, c'est très compliqué dans le foot. Mais voilà, et la Naoui va revenir. Si hors chute, bon, on est foutu. Mais on a d'autres valeurs marchandes. Malheureusement, je pense que ça fera un séisme, parce que si tu vends pas et Lainaoui et Danso, c'est Medina Frankowski et Diouf qui partiront. Hein. Mais, de toute façon, je pense que Medina partira l'été prochain. Après, si tu fais pas la Ligue des Champions, le mec a quand même montré qu'il était bon. Alors après, à moins qu'il ait une mauvaise cote ou en Europe, ben tant mieux pour nous, parce que c'est un des meilleurs défenseurs gauche d'Europe pour moi. Il fait partie du top 20 facile, des meilleurs défenseurs d'Europe à gauche. Mais c'est tout, tant mieux pour nous. Mais pour moi, il fera partie des joueurs qui vont être vendus, ça c'est sûr. Sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire.
Je vous dis à très bientôt. Bien sûr, ça sera la vidéo d'après-match face à Monaco. On espère au moins aller chercher un nul là-bas. Si on va chercher un résultat hautement positif, ben ça sera tant mieux. Je pense qu'il y aura pas mal de changements pour ce match parce que j'ai du mal à croire. Que il va aligner des joueurs qui ont été traumatisés par une défaite, par une élimination. Moi, j'ai du mal à penser qu'à 0-0, si Monaco commence à taper dedans, ou 1-0, si Monaco commence à taper dedans, j'espère qu'il va réagir positivement à ce qu'il a loupé au match face au Pana. Et je pense qu'il y a des joueurs qui, eux, sont frais de tout ça et qui vont pouvoir jouer. Donc, à mon avis, il y aura pas mal de changements. On espère voir Satriano et Enzola un peu plus. Ogé Diran, bon, ça va être compliqué. Mais voilà, je pense que Diouf et Thomasson seront là. En défense, il y aura Kuzanov, Grady et Medina. C'est une belle défense. Pour moi, c'était la défense titulaire de cette saison. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Et puis sur les côtés, il va sûrement faire du turnover. Je pense que Chavez sera là et puis Aguilar, parce que Frankowski l'a quand même pas mal donné. Donc ça va jouer entre les deux à chaque fois. Sur ce, ciao!